L'histoire qui va suivre est déconseillée aux personnes sensibles. Si un pote vous dit un jour « je vais te présenter un type, il a couché avec sa sœur, il jette des gamins par les fenêtres et pourtant tu vas l'adorer », vous le croyez ? Pourtant, c'est possible. Et c'est également possible que ce même pote vous présente un prof de collège qui a une tête de pervers, qui harcèle ses élèves en leur disant à longueur de journée qu'ils sont éclatés au sol, et que vous deveniez quand même fan du type. Ok, par contre il y a quand même des limites. On va quand même pas adorer un type qui aurait massacré sa famille et rejoint dans la foulée une organisation terroriste. Ok, j'arrête. Cette mécanique scénaristique qui consiste à poser une enflure de première et puis en fait dévoiler qu'elle est pas si méchante que ça, elle s'appelle le Red Herring. Et l'histoire qui va suivre, celle qui fait peur, elle en comporte un beau. Sauf que l'histoire en question, elle est vraie, elle est violente, c'est l'histoire de Tonton Eddy. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, remontons aux origines. L'effet Red Herring ou hareng rouge, ça vient des Anglais. Plus précisément des lords anglais du 19e siècle qui étaient amateurs de chasse à courre. Enfin, ils n'étaient pas amateurs, ils étaient obsédés par la chasse à courre. C'était leur religion, leur ligue des champions à eux, le centre absolu de leur vie sociale, le calendrier autour duquel tout le reste s'organisait, les mariages, les sessions parlementaires, les bals, les funérailles, tout passait après. Quand il y avait chasse, il y avait chasse. Et ils y mettaient les moyens, on parle de meutes de 40 à 80 chiens par domaine, des écuries de 20 à 30 chevaux dédiés uniquement à la chasse, des budgets annuels équivalents à 1 million d'euros aujourd'hui, juste pour entretenir tout ça. Il y avait aussi des trains spéciaux, des Hunt Specials, qui étaient littéralement des expéditions qui partaient de Londres à 5h du matin avec des wagons pour les chevaux, des wagons pour les chiens, des wagons restaurants pour les chasseurs, dans lesquels on servait du champagne au petit déjeuner pour aller dézinguer à l'autre bout du pays des renards sur des parcours de chasse de 30 km à travers la campagne. Alors c'était la belle époque, on se marrait vraiment beaucoup, mais il y avait quand même un petit problème pratique qui titillait un peu les chasseurs. Ce petit problème pratique, c'était l'écart de niveau entre un chien bien rodé à la chasse et un jeune chien sans expérience. C'est embêtant parce que lorsqu'on lâche les chiens sur des pistes, les vieux chiens sont pas très pédagogues, ils filent à 40 km/h, le nez collé au sol, pendant que les jeunes restent plantés là sans comprendre ce qui vient de se passer. Et ça, c'est problématique, parce que du coup, ils apprennent pas du tout à traquer tout seuls, et ça rend donc très compliqué de remplacer les vieux chiens et de pallier au turnover dans les meutes. Les éleveurs ont besoin d'une solution, et c'est donc là, à ce moment, qu'un type, dont l'histoire n'a même pas retenu le nom, a eu une idée. Utiliser un hareng fumé. Alors le hareng fumé, c'est pas un vulgaire poisson qu'on n'a pas envie de prendre à la cantine, non, c'est une bombe olfactive. Pour le faire, on prend un hareng frais, on le trempe dans la saumure, on le laisse au-dessus d'un feu de bois pendant des jours, et ce qui en ressort, c'est un truc brun, rouge, huileux, qui sent la mort sur 15 générations. Ça sent tellement fort qu'un chien, avec son odorat 100 000 fois plus développé que le nôtre, détecte ça à plusieurs kilomètres. Alors pour revenir au dressage, la technique consiste à attacher ce poisson de l'enfer à une corde, à le traîner sur 8 km à travers la campagne anglaise, et à créer ainsi un réseau d'autoroutes olfactives. Ensuite, on lâche les jeunes chiens sur ces pistes, ils suivent l'odeur du hareng, ils gagnent en confiance, ils apprennent à démêler un peu les pistes, ils apprennent à traquer, et se forment ainsi tout seuls à l'art de la chasse. Alors c'est génial, ça coûte pas grand chose, et avec cette méthode on peut enfin renouveler correctement les meutes et mettre un peu de sang neuf dans les effectifs. Sauf que, il y a un effet pervers. Parce qu'au bout d'un moment, les hors-la-loi et les criminels, les voleurs, les braqueurs ont commencé à avoir vent de cette méthode. Et comme la police, à cette époque, utilise également des chiens, alors les méchants ont une idée, créer des autoroutes olfactives, de fausses pistes, commettre son crime et se sauver tranquille parce qu'on a tapissé toute la zone avant. Et ça a marché. Pendant cette période, on a vu la criminalité exploser et que tous les criminels de l'époque ont commencé à garder systématiquement du hareng fumé en permanence, à portée de main. Ensuite, et c'est ce qui nous intéresse un petit peu plus, par abus de langage et déformation, l'expression Red Herring désigne aujourd'hui un concept universel que vous avez déjà tous vu. Une diversion, un leurre, quelque chose qui détourne l'attention de ce qui compte vraiment. Alors concrètement, dans un livre par exemple, ça consiste à montrer un suspect louche au chapitre 3, à faire pointer tous les indices vers lui, et pendant que le lecteur est convaincu d'avoir tout compris, on prépare tranquillement la vraie révélation pour les 10 dernières pages. Alors Agatha Christie en a complètement abusé, Hitchcock a élevé le truc au rang d'art, et aujourd'hui tout le monde utilise le Red Herring. Dans les polars, dans les mauvais films, dans les scénarios, partout, ces gens qui fabriquent des histoires pour gagner leur vie, et même les créateurs de podcasts et les youtubeurs qui enregistrent des histoires un peu glauques en slip dans leur chambre avec un micro à 20 balles, coucou hostile, peuvent parfois s'amuser avec cette technique. Sauf que la grande différence, c'est que je suis pas scénariste,
et que l'histoire qui va suivre, elle est vraie. Bienvenue dans Hostile. L'histoire que je vais vous raconter est arrivée à un de mes proches dans les années 70. Alors pour des raisons évidentes, les villes, les noms ont été anonymisés. Laissez-moi vous donner le contexte, laissez-moi vous parler de Tonton Eddy. Tonton Eddy, il a passé littéralement les 40 dernières années de sa vie à l'étranger. Et donc je l'ai vu cet été parce qu'il revenait en France, et un soir il me demande ce que je fais en ce moment, et je lui parle donc du podcast de Hostile, et je lui glisse de façon assez anodine que si par hasard il a une histoire de mauvaise rencontre à me raconter, je suis preneur. Alors bon, pour la petite histoire, il était donc restaurateur à l'étranger, et un jour, une situation dégénère avec un client, et le voilà qui se retrouve avec un couteau sous la gorge pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes, il supplie pour sa vie, et il pense qu'il va mourir. Et donc Tonton Eddy, il est en train de me raconter cette histoire et je sens que c'est pas un sujet évident pour lui, que c'est pas drôle. Et d'un coup il s'arrête net et il me fait « Attends, non, c'est pas ça la pire histoire qui me soit arrivée. » Et là je déglutis, il y a un blanc autour de la table. Donc là tu veux dire que cette histoire de couteau sous la gorge pendant 15 minutes, c'est pas la pire mauvaise rencontre qui te soit arrivée. Et donc là Tonton Eddy me regarde droit dans les yeux et me dit « Va chercher une bouteille de vin. » Au moment des faits, Tonton Eddy a donc 15 ans et habite dans une grosse ville de France et il fait la plonge les week-ends dans les restaurants pour payer son loyer. On est à l'aube des années 70 et les années 70 en France, c'est quelque chose. Les années 70, c'est les chemises polyester à col pelle à tarte ouvertes sur des chaînes en or, des pantalons pas de def sous les boules à facettes. Partout, les boîtes de nuit remplacent les vieux dancing, comme on les appelait. La disco déborde des platines. Le samedi soir, on sort, on va en boîte à 10 dans la bagnole, à 4 dans le coffre et 2 sur le toit. Au coin des rues, il y a encore des blousons noirs avec les cheveux gominés avec qui il faut pas trop plaisanter. Sur les trottoirs, ça fume des Gauloises, ça roule en Renault 12, en Peugeot 504. Il y a Johnny, Claude François, Led Zeppelin dans les autoradios. Les années 70, je les ai pas vécues, mais ça a l'air d'être quelque chose. Eddy, il travaille beaucoup, il fait la fête la nuit, se met des cuites, dort pas et va bosser le lendemain. Il a les mains qui sentent la javel et la friture, les poches pleines de pourboire et la musique encore dans la tête quand il sort de boîte de nuit au petit matin. Bref, il a 15 ans, un foie tout frais et l'insouciance avec lui qui lui permet de faire ce genre de truc. Et on est un de ces soirs, un soir où il sort en boîte avec ses sœurs après le boulot. Il rejoint une grande bande d'amis, ils sont donc dans cette boîte à l'extérieur de la ville, au bord d'une petite route sur les hauteurs sauvages. Autour d'eux, c'est des forêts, des collines de roches, et c'est l'anniversaire d'un copain. Un copain qu'on appellera Marc. Alors on célèbre, on est une bande de 15-20 personnes. Dans le tas, il y a ses sœurs, des potes à lui, mais aussi d'autres qu'il ne connaît pas. Et le truc, c'est que dans cette boîte, il n'y a aucune ambiance. C'est nul, le DJ est mauvais, personne ne danse, l'ambiance est pourrie. Et donc le groupe décide de changer d'endroit et d'aller dans une boîte de nuit qui se trouve à l'autre bout de la ville et qui s'avère être une valeur sûre. Mais le truc c'est qu'ils sont 15-20 et donc faut se répartir dans les voitures disponibles. Alors tout le monde fait des petits groupes, se glisse dans les voitures et Eddy, qui est quelqu'un d'extrêmement gentil et qui laisse volontiers sa place aux autres, finit par se retrouver tout seul et sans voiture. Enfin si, il en reste une, celle d'un garçon de la bande, un type qu'on va appeler Gilou. Gilou, il est plus âgé, il a 25-30 ans, il porte une chemise blanche, tendue au niveau des biceps, col ouvert, chaîne dorée, c'est une armoire, il fait 2 mètres, 120 kg, la carrure d'un deuxième ligne du top 14 avec qui on a vraiment pas envie de s'embrouiller. Nez cassé, oreilles en chou-fleur, des avant-bras qui font les dimensions d'un transformateur électrique, il a un sourire chaleureux, un rire franc qui sort des tripes, il a la blague facile, potache, bref, sous ses apparences de brute épaisse, Gilou est super sympa, et Eddy se retrouve donc seul sur le parking de la boîte avec lui. Alors Gilles lui dit « Écoute, je connais bien Marc qui fête son anniversaire, monte avec moi, je t'emmène, on y va ensemble. » À ce moment de la soirée, Tonton Eddy, 16 ans, est complètement bourré et ça l'aide sûrement à monter dans la voiture d'un Gilou qu'il ne connaît pas, qui fait 2 mètres et 120 kg. Tout le monde est déjà en route, ils sont les derniers sur le parking. Gilles a pas l'air saoul, il démarre la voiture et c'est parti, en direction de la boîte de nuit à l'autre bout de la ville. Ils s'engouffrent dans la forêt, dans les virages qui sillonnent les hauteurs, descendent les collines, roulent en périphérie et arrivent dans la ville. Là, ils prennent une rue, puis une autre, et se retrouvent dans l'artère principale. Et là, ils passent devant une boîte de nuit qui n'est pas la boîte de nuit où tous les copains se rendent, mais qui est une boîte hyper connue dans la ville. Et Gilles s'arrête devant parce qu'il connaît le videur et qu'il a envie de lui parler d'un truc. Sauf que la rue est en sens unique, il n'y a qu'une seule voie et donc on peut pas les dépasser. Alors Gilou s'arrête, baisse sa vitre, s'accoute tranquillement, s'allume une gitane et commence à raconter sa semaine au vigile. Et derrière, lentement, les voitures commencent à s'accumuler. Il y en a de plus en plus, des gens saouls comme eux qui sortent en boîte. Et comme je l'ai dit, on peut pas dépasser. 2 minutes passent et ce qui doit arriver arrive. Les gens se mettent à klaxonner. Mais Gilou sort son meilleur doigt d'honneur, leur crie d'aller se faire foutre et reprend sa conversation comme si vraiment de rien n'était.
Et puis un autre klaxon, plus long, puis un autre, et bientôt il y a 15 voitures derrière qui klaxonnent pour lui dire d'avancer. Il continue de discuter avec le leader avec toute la tranquillité du monde, de leur faire des doigts d'honneur entre deux phrases et de leur balancer des insultes. Eddie, il est à côté, il est pas bien du tout, ça commence à gueuler très très fort, la rue est complètement bloquée, il y a du monde derrière. Et là, tonton Eddie se dit que Gilou est peut-être pas si sobre que ça parce que c'est pas un comportement normal. Sur le trottoir, la file d'attente de la boîte devient une haie de spectateurs, des robes à paillettes, des chemises à motifs psychédéliques, des colliers qui brillent sous les néons, et les minutes passent. Et tonton Eddie, qui est sur le siège passager, il commence vraiment à transpirer du front. Il y a tout le monde qui les regarde, sa chemise commence à coller dans son dos, et il lui dit « Écoute, Gilles, peut-être éventuellement qu'il faudrait que peut-être on avance là ?» Et Gilou lui dit « Ouais, t'inquiète, et continue de parler avec le videur. » Et au bout de 10 minutes, 10 interminables minutes à se faire incendier par toute une rue, le videur lui dit « Bon, écoute mon copain, il faut que tu bouges parce qu'on a des clients. » Et Gilou démarre enfin. Mais il démarre tout doucement, histoire de vraiment emmerder le monde jusqu'au bout, parce que ça a l'air de vraiment l'amuser. Alors la voiture avance, ils s'éloignent de la boîte de nuit, prennent une rue puis une autre, et arrivent près de la fameuse boîte où ils ont rendez-vous avec toute la bande. Et là, Gilles s'engage dans une avenue à deux voies. Une voie qui va dans leur sens, et une voie qui va en sens inverse. Il arrive à un feu, le feu passe au orange, et Gilou s'arrête. Il doit y avoir deux voitures derrière eux, la rue est assez calme. Le feu passe au vert, la voiture avance, deuxième feu orange, Gilou s'arrête. Ils discutent avec tonton Eddie de la vie, de ce qu'ils font, de leurs rêves. Ils commencent à devenir bons potes, tous les deux, quand soudain, la portière, côté conducteur, vient de s'ouvrir. Et donc là, Gilou, qui est en train de parler avec Eddie, se retourne, surpris en mode « Qui est l'inconscient qui vient d'oser ouvrir la portière de ma bagnole ?» Et là, Eddie entend un claquement. Un claquement sec, sourd à la fois, un bruit pas agréable. Gilou vient de se prendre un poing dans la figure. Deuxième claquement sec, Gilou vient d'en reprendre un deuxième. Tonton Eddie voit pas l'autre type d'où il est, juste une silhouette sombre, une veste en cuir qui brille sous les réverbères. Mais il voit Gilou qui s'en reprend une et qui commence à mettre les mains devant son visage pour se protéger. Eddie, il est choqué. Bordel, il se passe quoi? Et ça continue, Gilou s'en prend plein la gueule, coup à la figure, coup au corps. On entend sa respiration sifflante, des grognements de douleur étouffés à chaque impact. Le mec lui met une branlée phénoménale et Eddie se dit mais pourquoi ce colosse qui fait 2 mètres 120 kilos ne se lève pas pour lui éclater la tête? Il a la gueule cassée, ça se voit que c'est un bagarreur, il est probablement pas paralysé par la surprise d'avoir pris un coup de poing. Non, il y a un truc qui va pas. Et Gilou continue de se tenir le visage, de se recroqueviller pendant qu'il prend des coups. Il a les épaules qui tremblent, il gémit comme un enfant. Eddie, lui, est paralysé parce qu'il a déjà vu des bagarres, mais pas quelqu'un se faire fracasser comme ça pendant aussi longtemps avec autant de violence, pas quelqu'un d'aussi costaud. Et Eddie pourrait sortir le défendre, mais il se dit bon, chacun sa merde, je le connais depuis 1 heure, je vais pas sortir pour le défendre, mais quand même, ça craint, là le mec est en train vraiment de le démolir. Et puis soudain, ça s'arrête. L'homme qui a frappé Gilles ferme la portière, regagne sa voiture, redémarre et disparaît dans la nuit. Ok, silence de mort. On n'entend plus que la respiration rauque de Gilles et le tic-tac du clignotant qui était resté allumé. Eddie a le cœur qui bat à 200, il voit la scène au ralenti, ça siffle, ça tourne, il a le vertige, il ne réalise pas ce qu'il vient de voir. Gilles est toujours prostré sur lui-même, il a les mains sur le visage, et là il prononce les mots « Je crois qu'il m'a coupé ». Eddie ne comprend pas tout de suite, mais Gilles enlève lentement les mains de son visage, et là, du sang commence à gicler partout dans la voiture. La scène est pas dingue, ça fait un bruit de fontaine, ça éclabousse en jets rythmés par les battements du cœur, il y a du sang qui gicle de son visage, de ses mains, de sa gorge, de son corps, sur le pare-brise, sur le tableau de bord, c'est une boucherie. Eddie voit la chemise blanche devenir rouge par plaques qui s'étendent à vue d'œil, et Gilles lui dit lentement « Je crois que c'est la merde ». Et quand il dit ces mots, il est de profil. Et Eddie voit que Gilles n'a littéralement plus de joue droite sur le visage. Eddie voit directement les dents qui bougent pendant qu'il parle, les molaires qui brillent dans la lumière orangée des réverbères, la langue rose qui remue derrière, toute la mâchoire découverte de l'oreille au menton. Eddie regarde la main de Gilles qui saigne aussi et voit le bracelet de la montre avec des coupures dessus. Et là il comprend que l'homme avait une fucking lame de rasoir. Gilles est vraiment amoché, il a des coupures partout sur la tête, sur le corps, il est défiguré, il est toujours attaché dans la voiture, il a sa ceinture. Il regarde Eddie et lui dit « Si là tu ne m'aides pas, je vais mourir ». Sa voix est
pas agréable, elle est déformée par des gargarismes de sang, il y a l'air qui siffle à travers sa joue ouverte quand il parle, c'est pas ouf. Mais Eddie, qui est toujours bien bourré, lui dit « Ok, je vais t'aider ». Alors Gilles parle comme il peut et lui dit « Écoute, j'ai un plan, il va falloir que tu m'emmènes chez quelqu'un très rapidement ». Et donc Gilles lui donne le nom d'un docteur. Il se trouve que le nom du docteur en question, ça fait tilt dans la tête d'Eddie, parce que le docteur en question, il est très connu dans la région et la presse locale, parce qu'il a pas mal de casseroles au cul, et notamment celle d'être en relation avec la mafia locale. Et donc tout le monde dans la région le connaît et connaît son adresse. Et Eddie lui dit non, j'ai pas envie d'aller chez ce gars, je vais appeler la police et on va aller à l'hôpital. Mais Gilles, qui est en train de se vider de son sang, s'énerve et lui dit écoute, tu fais surtout pas ça, je suis recherché par la police, je veux surtout jamais retourner en prison, je peux pas y retourner. Et donc là, Eddie, il faut que tu prennes le volant et que tu m'amènes chez ce docteur et que tu te grouilles. Sauf qu'Eddie, il est complètement bourré et il a 16 ans, il a jamais conduit de voiture de sa vie. Alors Gilles commence à lui faire un exposé sur comment conduire une voiture. Il lui dit ok, tu appuies sur cette pédale, l'autre c'est le frein et moi je passerai les vitesses. Et donc ils arrivent à permuter de place, Eddie s'installe, et là il a un relent de lucidité, il lui dit mais attends, je suis ivre-mort, on va se planter. Et Gilles lui répond écoute, c'est vraiment pas grave si tu ruines la bagnole, juste conduis, je t'en supplie. Alors Eddie démarre, Gilles passe la première, Eddie accélère et ça cale. Eddie comprend pas ce truc des vitesses, il démarre, il cale, c'est catastrophique. Et puis au bout d'un moment, par hasard, la voiture commence à ruer mais elle démarre. Il parcourt comme ça 100 mètres, et là, pour couronner le tout, Gilles perd connaissance et donc ne peut plus passer les vitesses. Eddie comprend que c'est du sérieux et que Gilles, qu'il connaît depuis 1 heure, va probablement crever ce soir dans sa voiture. Alors heureusement, il voit où habite le docteur parce que celui-ci habite dans la rue la plus connue de la ville, et donc la voiture bloquée en deuxième avance comme elle peut. Eddie se dit bon, il faut le sauver. Je sais pas comment passer les vitesses, je sais pas démarrer la voiture et donc je peux plus lâcher l'accélérateur parce que si ça cale, l'autre va mourir. Et donc la voiture, bloquée en fond de deuxième, commence à arpenter la ville, de plus en plus vite. Eddie tamponne des voitures sur le chemin, c'est un danger public, il gère absolument rien, il est bourré, il se retrouve dans une rue, raye toutes les voitures garées. En face, il y a les éboueurs, il y a 2 types en bleu de travail avec leur benne, les yeux écarquillés dans les phares. Sauf que Eddie ne veut pas lâcher l'accélérateur et donc les mecs comprennent qu'ils vont se faire percuter et donc se jettent sur le côté comme dans les films pour esquiver la voiture. Il y a un des types qui roule sur le trottoir, l'autre qui plonge derrière la benne, leurs cris se perdent derrière. Eddie continue de conduire le plus vite possible, il dégomme tout. Sur son passage, c'est un carnage. Il y a les alarmes de voiture qui se déclenchent, les chiens qui aboient, les lumières s'allument aux fenêtres, c'est le chaos total. Il arrive enfin à l'adresse précise. La rue est déserte. Gilles ne bouge plus, inconscient. Et dans la voiture, c'est un massacre. Eddie sort de la voiture, sonne comme un dingue. Le docteur arrive, il est en robe de chambre. Et il est pas content. Il est même furieux. Il voit Eddie et lui fait « Mais qu'est-ce que tu fous chez moi en pleine nuit, espèce de petit merdeux ?» Et là, Eddie lui explique. Alors le docteur va jeter prudemment un œil dans la voiture. Et coup de bol, il reconnaît Gilles. Sa mâchoire se crispe, il jette des coups d'œil dans la rue déserte. Et en le voyant, il est pas bien, il est nerveux parce que pour une obscure raison, il a visiblement pas envie que Gilles passe l'arme à gauche. Et comme le Gilou pèse son poids, eh bien il demande à Eddie de l'aider à monter dans l'appartement. Alors il obéit, il monte l'escalier, ils mettent du sang partout dans le hall de l'immeuble. Ils arrivent enfin à l'appart. La porte s'ouvre, ça sent le vieux cuir, le cigare et le désinfectant. La déco est sombre, les tableaux, les fauteuils. Mais Eddie voit ce truc au milieu de la pièce principale. Ce truc qui est pas censé être là dans un appartement normal. Et ce truc, c'est une table d'opération avec un plateau et des instruments dedans. Ok, se dit Eddie. Alors tous les deux parviennent à le mettre dessus, le docteur passe un coup de fil. Visiblement, il est en train d'appeler un type pour nettoyer le sang dans l'immeuble. Il raccroche et juste après, il demande à Eddie s'il se rappelle d'un détail quelconque à propos de l'agresseur. Et Eddie lui donne vaguement la forme et la couleur de la voiture parce qu'il se souvient pas de grand chose. Et visiblement, le docteur semble avoir une idée de qui ça peut être parce que son visage se ferme. Il hoche lentement la tête comme si les pièces se mettaient en place. Et une fois que tout ça a été dit, le docteur prend Eddie entre 4 yeux et lui dit « Écoute, tu n'es jamais venu ici, tu ne m'as jamais vu. » Et il lui fait jurer de ne rien dire, même si la police l'arrête. Et il ajoute « C'est pas pour te menacer, c'est vraiment pour ton bien. Parce que si tu parles, ça peut vraiment devenir très dangereux pour toi et je pourrais absolument rien faire. » Eddie fait « Ok », se retourne, descend l'escalier de l'immeuble et part en courant dans la nuit. Eddie a couru tout ce qu'il a pu jusqu'à chez lui.
Il est rentré en état de choc, il s'est mis tout habillé sous la douche à regarder le sang dilué, tourbillonner dans le siphon. Il n'a pas dormi. Et ensuite, il en a parlé à personne. Pendant les mois qui ont suivi, il a subi des troubles de stress post-traumatique, plus de sommeil, ou très peu, des cauchemars, et toujours la même vision d'horreur, la joue qui s'ouvre comme une fermeture éclair et les dents qui sourient dans le vide. Il a fait des crises d'angoisse, des crises de paranoïa, il a regardé pendant des mois derrière lui dans la rue. Il a sursauté au moindre bruit de portière, il a changé de trottoir dès qu'une voiture qui ressemblait à celle du type apparaissait. Les mois qui ont suivi ont été un calvaire. Parce qu'Eddie se disait « mais merde, l'homme au rasoir il a bien vu que j'étais dans la voiture, il a probablement vu mon visage, et il y a bien un moment où ce mec va se poser et commencer à réfléchir à la simple question de « qu'est-ce que je fais du petit jeune qui était là dans la voiture, qui a tout vu et qui peut-être m'a reconnu ?» Mais Eddie n'a jamais eu de nouvelles du type au rasoir. Ou presque. Après des mois et des mois d'angoisse et de paranoïa, Eddie est avec des copains dans un bar qui sent la bière éventée et le tabac. Il y a un baby-foot, un flipper, une télé qui grésille. Il boit des coups, il joue aux cartes. Il regarde encore un petit peu par-dessus son épaule, mais ça va un peu mieux. Et soudain, il y a un type qui s'approche, qui vient le voir à sa table et qui lui dit « Est-ce que je peux te parler ?» Un type qu'il ne connaît pas, un type qui fait tout à fait lambda, et donc tonton Eddie, il est pas bien, il se dit « Merde, ça y est, c'est fini, il m'a retrouvé. » Alors en tremblant, il suit l'homme, un peu à l'écart, près du flipper éteint dans la pénombre, et l'homme, voyant qu'Eddie n'est vraiment pas bien, lui dit « Écoute, je viens pas pour ce que tu crois, je viens pour te dire que Gilles a réussi à s'en sortir. Mais aussi pour te transmettre un message de sa part. Le message de la part de Gilles, c'est que plus jamais tu ne dois te faire du souci à propos de l'homme qui l'a attaqué au rasoir. » Ok, c'est vraiment sûr ce truc, demande Eddie. Et là, l'homme prend un air vraiment glacial, le genre de regard qui fait comprendre que certaines questions se posent pas deux fois. Il lui dit « Écoute, je peux rien te dire de plus, à part que Gilles a vraiment mis un point d'honneur sur le fait qu'il n'y avait plus aucun, mais alors plus aucun, souci à se faire à propos de cet homme. Et au passage, il te remercie infiniment de lui avoir sauvé la vie. » J'espère que ça vous a plu, et surtout merci à tonton Eddie pour son histoire. À l'heure où tu écoutes cet épisode, le prochain est déjà sur Patreon pour les membres. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à me follow sur Spotify, Insta, Apple et tout le tralala pour t'abonner, liker et commenter. Ça me soutient énormément. Et un immense merci à ceux qui me soutiennent déjà. Lilian, Emilien, Sandra, Vinceos, Sully, Sifudams, Clémentine, Bernard, Coven, Chloé, Saïda, Fredmo, Alice, Charline, Macno, Sel, Manon, Tania, Dafox, Aude, Steven, Frédéric, Agnella, Arthur, Valérie, Léna, Vincent, LADC, Charles. Vous êtes vraiment les boss.